Bonjour, vénérable Michel Taoufchan. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ma chaîne. Moi aussi, parce que à chaque, à chaque interview, j'ai vu vos interviews et, enfin, et c'est extraordinaire de démarrer quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Extraordinaire, hein? Merci beaucoup. Alors pour vous présenter, parce que vous avez beaucoup de vie en une vie, vous étiez un homme d'affaires, un chercheur, un négociateur et vous êtes actuellement moine bouddhiste. La première question, quelle a été l'expérience qui vous a le plus transformé personnellement et pourquoi? Ah, je sais pas trop. Mais, enfin, je vais vous envoyer un petit CV qui a été fait par HEC et puis acté sur un peu les choses, mais je sais pas trop me présenter. Voilà. Comment, comment la notion de vivre ensemble dans la spiritualité bouddhiste peut-elle s'appliquer aux tensions géopolitiques actuelles? Oh, oh là là, c'est des questions très difficiles, hein. Et vivre ensemble. Hmm. Comment on peut présenter ça? En fait, j'ai fait tellement de conférences sur vivre ensemble et je ne sais pas trop comment vous parler. Par exemple, le vivre ensemble, euh, c'est très simple quand il n'y a pas de problème. Ou quand il y a, quand c'est bien, quand c'est dans la joie, etc., de vivre ensemble. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie, c'est vivre ensemble dans les difficultés, vivre ensemble dans des conflits, vivre ensemble dans la guerre. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et qu'est-ce que je peux vous dire dans vivre ensemble? Euh, je... Ah, d'accord, voilà. On parle souvent vivre ensemble, on parle de la diversité culturelle, mais on parle pas assez de la bonté culturelle. Et puis, vivre ensemble, c'est également aimer l'autre. Mais la vraie difficulté, c'est de notre époque, c'est qu'on pense que la compréhension est la réalisation. Non. La réalisation, c'est qu'il faut traverser beaucoup de choses, beaucoup de choses pour pouvoir vivre ensemble. Et j'ai, il y a tellement de choses à dire. Euh, Souvent, on parle des notions, mais il y a l'attitude qui est extrêmement importante. Et je me souviens une grande leçon d'un grand maître, Sun Tzu, qui a dit, pour pouvoir vivre ensemble dans les difficultés, dans les conflits, etc., il faut faire de telle manière que les trois niveaux, le, le ciel, la terre et les êtres humains au milieu. Et la question que Sun Tzu a posée, Sun Tzu, c'est le grand maître philosophique et en même temps un grand maître de la guerre, et dit, mais pour pouvoir vivre ensemble, il faut que l'homme puisse intégrer les trois cieux, le ciel, la terre et l'être humain dans son ensemble. Et la grande difficulté, comment intégrer les trois cieux, les trois domaines, c'est de relier le ciel et la terre pour que l'être humain puisse le faire. Et la question qui se pose de suite, c'est comment on peut lier le ciel et la terre. Quelle est la distance entre le ciel et la terre pour pouvoir relier? Il a dit, c'est 1,50 m. Ah, et 1,50 m,
Et tous les êtres humains, ils font souvent plus qu'1,50 m, 2 mètres, et voire plus. Et surtout, notre arrogance fait qu'on a allongé notre hauteur. Et puis, Sun Tzu, il a dit, c'est très simple. Pour pouvoir faire 1,50 m, pour relier la terre et les cieux, mais il faut se courber. Il faut se courber, c'est-à-dire l'humilité et l'amour de l'autre et le respect. Voilà comment on peut vivre ensemble. Être D'accord, l'humilité, le respect et l'amour pour l'autre. Se courber. Voilà. intéressant. Waouh. Euh, alors, dans votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des technologies, matériaux qui pourraient servir de bouclier ou Hmm. de filtre contre les ondes électromagnétiques? Là, vous posez une question qui est encore plus difficile à répondre, dans le sens que aujourd'hui, en tant que physicien, en tant qu'être humain, même social, on dit que tout est vibration. Et nous, en tant que vibration, même notre corps physique est composé de matière qui est en même temps vibration et la vibration. Comment peut-on être vibration et contre les autres vibrations? Eh bien, il n'y a pas. En fait, qu'est-ce qui fait vibrer le plus et qu'est-ce qu'il y a à aller à l'encontre de ça? C'est abattre les frontières qu'on a construit en nous, l'amour et la peur. Si on arrive à battre ces deux frontières qui vivent énormément, ben, on peut avoir plein de choses qui enlèvent déjà la moitié des problèmes. Et je me souviens extrêmement bien euh, lorsqu'il y a un tsunami et une catastrophe nucléaire à Tokyo, au Japon, en 2011. Je suis allé là-bas parce que on a demandé un représentant de l'ONU, un représentant du Fonds monétaire international, etc. Et on se réunit pour venir analyser et nous donner des conseils, etc., etc., pour pouvoir, en quelque sorte, trouver les technologies, les matériaux, etc., contre cette vibration du nucléaire, contre la vibration de la peur, contre ça. Et quand on est sur place, comme on est des experts, ben, on a la possibilité d'aller voir les gens qui ont subi ce type d'ondes électromagnétiques, ondes nucléaires, etc. Et les gens font la queue pour aller euh, avoir une petite aide, de la nourriture, de l'eau, etc. Et puis, on a la possibilité d'observer pour pouvoir ressentir et donner des conseils, etc. Et dans la foule qui fait la queue, j'ai aperçu un petit enfant de 8 ans. Je crois qu'il a perdu ses parents. C'est ça. Et j'arrive plus à sentir autre que lui donner ce que j'ai, parce que j'ai deux sandwichs, deux bouteilles d'eau. Alors je lui ai donné un sandwich et une bouteille d'eau parce que il est tout petit et il fait la queue jusque là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bouteille d'eau et le sandwich et aller jusqu'au bout là-bas pour mettre ensemble dans la distribution et il revient sur place. Je crois que cette expérience nous a permis, surtout pour moi, de dire que, mais c'est ça, je crois, la meilleure exemple que j'ai trouvé sur place. Et je n'ai plus rien à leur conseiller autant que contre les radioactivités, contre le séisme, contre.
en fait, les mauvaises vibrations, les mauvais magnétismes sur place. Et dans toute ma présentation que j'avais préparée pendant 2 heures concernant toutes ces technologies, j'ai pu dire qu'une seule chose. Je viens ici pour apprendre. Et vous m'avez donné une grande leçon de ce que c'est réellement la, la réalisation de quelque chose qui dépasse l'être humain, qui est la peur. Et, euh, et c'est ça, l'onde électromagnétique ou magnétique qui comment dirais-je, qui tétanise nos relations. Voilà un peu mon expérience, comment je pense ces vibrations-là. L'attitude et l'ouverture de notre comment dirais-je, notre contact pour apprendre ce que c'est. Voilà. Monsieur Taushan, si l'éther était une entité vivante, quelle forme de vie pensez-vous qu'il prendrait et comment communiquerait-il? Hmm. Comme super-héros. En fait, j'ai, de la même manière, je parle de l'être et je parle de l'attitude. L'être, on peut imaginer un être vivant en pleine conscience. Et il a l'attitude et la possibilité de réveiller toutes ses capacités sensorielles pour communiquer autrement. La clairvoyance, la clairaudience, etc. Le corps ouvert. Et, euh, et ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir euh, être en alignement, en intégrité avec toutes ces vertus. C'est ça que je crois, c'est l'homme du futur. Et le chemin que l'homme du futur doit faire également et apprend aux autres, c'est le chemin le plus long de la vie que chaque être doit passer. C'est dans sa vie et, et la distance qu'il doit parcourir toute sa vie pour être cet homme parfait, cet homme, comment dirais-je, un super-héros. Et le chemin, la distance, c'est de la tête au cœur. Et avec cela, il pourrait, en quelque sorte, apprendre à être, à intégrer la science, les connaissances du cœur et surtout la connaissance qui s'exprime à travers une réalisation de sa vie, qui est le cœur même, la science du cœur. Voilà. Alors, Vénérable, je vous ai découvert grâce au documentaire Wake Up 2 Oui, de Christophe Cosset. oui. Euh, Dans le documentaire, vous parlez des quatre regards. Ah, Est-ce que vous pouvez nous les c'est mentionner, les pour quatre pouvoir regards? comprendre, c'est pour pouvoir comprendre un peu notre évolution intérieure et notre regard envers le monde. Donc, euh, on donne un exemple, mais la difficulté, ce n'est pas la compréhension, mais c'est la réalisation à travers notre chemin de la tête jusqu'au cœur. Et le premier regard, c'est un regard de tous les gens, de tous les êtres, qui, on voit là où il y a la lumière, là où il y a la télé, là où il y a d'autres choses qu'on le regarde. Ça, c'est le regard de l'être humain. Et après, on va dire qu'il y a un regard un peu extrasensoriel, ou un regard d'un scientifique, ou un regard de toute personne qui va au-delà de ce qui est apparent. Par exemple, il peut voir les choses là où il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire, il voit là où il y a la lumière,
là où il n'y a pas de lumière, comme un chercheur, comme vous, qui pose des questions au-delà de l'apparence d'un être humain, c'est-à-dire leur vie, leur personnalité, leur façon de vivre, et un scientifique qui regarde à travers un microscope pour voir d'autres choses, la vie du microbe, la vie de telle chose. Ça, c'est un regard extrasensoriel. C'est le deuxième regard que tout être humain pouvoir accéder dès qu'il 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 essaye de fermer un peu le mental et d'ouvrir avec le cœur. Et le troisième regard, c'est un regard du dharma, de l'enseignement, des textes sacrés, etc. Donc, à chaque regard, il regarde par rapport à ce qui a été l'héritage de l'être humain, c'est-à-dire la sagesse. Et avec ce regard-là, il voit un peu plus loin des choses, il voit là où il y a la lumière, là, il voit également là où il n'y a pas de lumière, et il voit encore un peu plus là où il y a des enseignements qui le mettaient un peu plus en conscience de ce qu'est la vie et qui est conscient un peu plus de la sagesse. Donc, il peut voir un peu dans le passé, un peu dans le futur et relier le passé et le futur pour voir ce qui est dans le présent. Ça, c'est le troisième regard. Et le quatrième regard, c'est le regard où on, on voit là où il y a la lumière, là où il n'y a pas de lumière, là où il y a la sagesse, mais en même temps, cela, on voit également le passé, le présent, dans le passé, le futur et le présent comme quelque chose qui se déroule sans, dans l'être humain et qui se déroule dans le temps. Les incarnations comme Bouddha, Jésus, etc. On a ce quatrième regard-là. Mais en distinguant ces quatre regards-là, dans chaque être humain, il y a les quatre regards en même temps. Mais peut-être 99%, c'est dans le regard humain, 0,quelques% dans le regard extrasensoriel, et puis à 0,0 et quelques dans le regard normal, etc. Et avec l'apprentissage, le travail sur soi, et surtout, la sagesse, on peut avoir les quatre dans le temps et dans ce corps même. Voilà. Wow. Si vous avez l'opportunité de parler à votre moi adolescent, quel conseil lui donnerez-vous qui n'attendrait pas de vous-même? Ah, ça, c'est, je lui dirais, hmm, continuer, apprendre, se construire, rechercher son éveil, donner le sens de la vie. Et puis, chaque souci, comment dirais-je, dans, euh, chaque crise est une opportunité de changement, d'amélioration. Et sur tous les sujets que vous voulez aborder, sachez que la science, la politique, ce qui remue toujours, est très provisoire. C'est provisoire. La science est transitoire, mais la, la, le cœur, la religion, la spiritualité, ce qui est à l'intérieur de nous et le sens de la vie est toujours permanent. Donc, regardez les choses à travers tout cela et continuez, car toute crise est une opportunité de changement. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Et, 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 et il y a pas il y a pas qu'un regard le soir de l'adolescent. À chaque fois qu'on dit, euh, moi je, vous avez exprimé à la fois le sujet et l'adjectif.
l'objet et le sujet. Donc, en soi, essayez de bien relier votre tête et votre cœur et à chaque fois ouvrir les deux pour regarder les choses. Et à tout âge. Voilà. Sur ce, Vénérable, merci infiniment pour ce moment, pour ce partage. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis, il y a une chose je voulais partager avec vous, quelque chose Oui, d'extraordinaire. Parce que, en fait, il y a deux choses qui m'a réellement fait penser, qui fait muter les choses. Le premier, c'est que l'être humain, ou l'humain n'est plus la première espèce de l'intelligence. Il est devenu le deuxième derrière ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce que toute notre expérience, tout ce qu'on sait, aujourd'hui, on peut ouvrir l'intelligence artificielle, on a la synthèse à peu près de ce qu'on a su. Et donc, on n'est que le deuxième espèce. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué également, c'est que après toutes ces recherches, après ces questionnements, j'ai découvert que toutes les questions viennent de moi, de mon intérieur. Si je suis pas là, je n'ai pas de questions. Et ces deux choses, ce deux types d'intelligence font que, ben, peut-être il y a l'intelligence divine qui permet d'intégrer les deux intelligences et qui nous permet de nous diriger, d'aller dans notre vie avec sérénité et joie. Voilà. j'avais regardé la définition du mot intelligent et dans l'origine, en fait, l'intelligence, c'est vraiment aller chercher l'information, comprendre les choses. Et ça, il y a que ça rejoint ce que vous dites, quoi. C'est nous qui allons chercher, nous poser des questions et même l'intelligence artificielle ne permet pas de se poser elle-même des questions. Nous, on Vous se pose des voyez, questions. ce n'est pas une interview, c'est une discussion avec un échange. C'est ça. C'est ce que j'ai pensé. C'est ça la beauté de la communication ou de vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Vénérable. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis, bonjour à tous les gens qui ont pu participer directement et indirectement à notre conversation. C'est une petite joie qu'on a pu passer ensemble. Voilà.